Bonjour. Alors, on va parler marketing. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu le terme. Qu'est-ce que le marketing? Alors, pour vous faire un petit topo, moi ça fait 17 ans que je travaille en tant que responsable marketing et commercial. Et en fait, à chaque fois que je rentre dans une société ou que j'accompagne une société, je m'aperçois qu'il y a une chose qui revient tout le temps, c'est que vous avez deux services. Vous avez le service commercial et le service marketing. Et en fait, la problématique qu'il y a, c'est qu'entre les deux, il y a toujours un mur. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec des gens qui sont plutôt commerciaux ou plutôt marketeux. Et en fait, quand on discute avec l'un et qu'on lui demande ce qu'il pense de l'autre service, souvent c'est en fait, ils servent à rien, ils prennent que les choses faciles à faire, etc. Alors qu'en fait, il faudrait qu'ils travaillent ensemble. Et c'est ça le marketing. C'est arriver à faire travailler ensemble des gens du marketing et des gens du commercial. Alors c'est de plus en plus vrai avec l'activité de nos jours qui est de plus en plus digitale. Avant, voilà, ils avaient des services commerciaux, il fallait qu'ils fassent du phoning, qu'ils aillent en salon, etc. Maintenant, avec le digital, les deux services sont travaillent de plus en plus ensemble. Et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, pourquoi mettre en place ce type d'organisation? Tout simplement, il y a des études qui ont été faites. Et à partir du moment où vous allez mettre en place des systèmes de corrélation entre les deux services, vous allez gagner grosso modo 30% de chiffre d'affaires supplémentaire, entre guillemets, sans rien faire. Donc c'est plutôt assez intéressant à prendre en compte. Ça, c'était avant. Donc vous avez la partie haute qui était, entre guillemets, sous le giron du marketing. Donc le marketing s'occupait de faire en sorte que les gens trouvent le site. Et ensuite, c'était l'équipe sales qui s'occupait de transformer donc, le suspect, le lead, et après en client. Et ça, j'ai envie de dire, c'était avant. Maintenant, de plus en plus, en fait, la séparation entre le marketing et le sales se fait beaucoup plus loin dans le système. Et c'est au niveau de la conversion que l'équipe commerciale intervient. Donc au moment où il faut réellement convaincre par des démos ou convaincre par du physique ou de l'appel le client. Et si maintenant on prend des techniques qu'on appelle, il y a plusieurs mots, mais on va dire du grow marketing ou de l'inbound marketing, finalement, toutes les actions sont à la fois réalisées par une équipe sales et une équipe marketing. Vous n'avez plus vraiment de séparation au niveau des actions entre les deux équipes. C'est-à-dire que quand vous allez faire de l'acquisition, ça peut être de l'acquisition via du digital, donc via des équipes marketing, ou via des salons, etc., via des équipes sales. Et à chaque activité, en fait, chaque action qui va être menée, peut être menée soit par l'une, soit par l'autre des équipes, mais idéalement, comme je le disais au départ, pour que ça soit le plus efficient possible, il faut que ça soit réalisé par les deux équipes en même temps. Alors, réalisé par les deux équipes en même temps, vous allez me dire, oui, il y a les commerciaux, il y a le marketing, chacun a des activités spécifiques, mais en fait, c'est de trouver des systèmes pour les faire travailler ensemble sur ces sujets-là. Je prends un exemple, je dois faire, tout à l'heure, il y a des exemples qui ont été donnés au niveau de l'accompagnement client sur l'onboarding, c'est-à-dire que je m'inscris sur un site où je passe une commande et je reçois un email automatique me disant votre commande a bien été faite ou merci de votre inscription sur le salon X ou Y. Donc il y a deux possibilités. Soit c'est l'équipe marketing qui prend en charge cette lettre, ce message, etc. Donc le message va être super beau, etc. Il ne sera peut-être pas assez punchy, il ne sera peut-être pas assez commercial, entre guillemets. Et en termes de transformation et d'efficacité, il sera peut-être amoindri parce que c'est l'équipe marketing qui l'a fait. A contrario, si vous laissez faire ce type de message par l'équipe commerciale, vous allez avoir un message qui va être très travaillé, etc., donc qui va être très efficace. Mais alors après, au niveau design, au niveau placement des call to action, etc., ce n'est pas leur métier, donc ce sera peut-être moins efficace. Donc vous allez vous retrouver avec, dans un cas, potentiellement un taux d'ouverture qui va être énorme, etc., parce que le sujet va être hyper accrocheur, le début du texte va être punchy, etc. Par contre, les call to action sont placés à des endroits improbables, dans des petites tailles, etc., où le design ne sera pas très beau, ne donnera pas forcément envie de lire plus loin le message. Et de l'autre côté, vous allez avoir
des taux de clic qui pourraient être intéressants, mais le message en lui-même perdra de sa valeur parce qu'il aura été réalisé par des gens qui ne sont pas vraiment, entre guillemets, fibre commerciale. Donc l'idée est de faire travailler ces deux services ensemble pour justement maximiser toute la force de l'un et la force de l'autre. Donc on a à gauche les sales, à droite le marketing, et l'idée c'est de faire déjà des réunions communes. Tout simplement parce que dans ces réunions, on va pouvoir faire un petit débrief de ce qui a été fait la semaine précédente, par exemple, sur les différentes actions, et dire, ben voilà, telle action a mené tel ROI, telle action, par contre, a été pourrie en termes de retour, que ce soit en termes qualitatifs ou quantitatifs, et essayer de comprendre pourquoi. Donc là, il y a tout un tracking, tout un analytics qui doit être mis en place, mais justement pour essayer de voir ce qui est fait par l'une et les autres des équipes, quand elles sont faites, quand les actions sont faites ensemble, voir dans quel cadre ça fonctionne bien, dans quel cadre ça fonctionne moins bien, quel email type a été mieux vu, mieux cliqué que tel autre, pourquoi, essayer de comprendre, etc. Et c'est notamment lors de ces réunions que vous allez, en fonction des objectifs, commencer à définir justement, par rapport à l'expérience de chacune des parties, se dire, voilà, quand on veut faire tel type de messages, tel type de site web, tel type de page, etc. Voilà comment il faudrait qu'on procède, puisqu'on a vu que par le passé, faire ainsi, ça fonctionnait, et faire ainsi, ça ne fonctionnait pas. Donc après, vous avez des systèmes de A/B testing, etc., qui peuvent vous aider à faire toute cette analyse. Mais voilà, ça fait partie des choses à mettre en place. Il y a ce qu'on appelle aussi le Service Level Agreement, qui est le SLA, que vous connaissez généralement pour tout ce qui est hébergement, serveur, service, etc., où dès qu'un service tombe, à partir d'un certain nombre de jours de panne, etc., vous avez droit à un pourcentage de remise, etc. Là, à ce niveau-là, ça va être un accord qui va avoir lieu entre les deux parties pour dire, par exemple, l'équipe sales, je prends un exemple fictif, l'équipe sales peut faire 100 coups de téléphone par jour, elle ne peut pas en faire plus. Donc si, partant de ce principe de 100 appels par jour, ça ne sert à rien que l'équipe marketing fasse en sorte qu'ils aient 200 leads par jour, puisqu'ils ne pourront pas les traiter. Donc par lead, j'entends du coup des leads sales et pas forcément marketing, c'est-à-dire des leads de demande d'informations complémentaires sur lesquels le commercial va téléphoner pour dire voilà, vous avez demandé à ce qu'on vous rappelle pour tel ou tel produit, voilà, des renseignements supplémentaires et complémentaires, de manière à transformer la personne qui était demandeuse d'informations en client. Et de l'autre côté, pareil, dire au marketing, voilà, vous avez fait, nous on a besoin de, je disais dans l'exemple précédent, je peux faire 100 appels par jour, c'est de nous fournir 100 leads par jour, puisqu'on peut en traiter 100. Donc mettre des objectifs, et c'est la partie un peu plus basse, qui est de mettre des objectifs communs aux deux services. Ça va passer également par tout ce qui est persona. Donc les personas, c'est les personnages types fictifs qui constituent ma base de clientèle. C'est-à-dire que quand je fais mes analyses de mes clients existants, ou en tout cas de mes prospects, ou en tout cas des gens que je souhaiterais qui soient clients sur mon site ou de ma société, je vais définir des personnages types. Je vais dire, voilà, normalement, ou parmi les analyses de clients que j'ai, etc., le profil type qui ressort, c'est telle personnalité, avec tel type de profession, tel type d'achat déjà effectué dans ma société, etc. Et je peux ainsi faire des patterns plus ou moins avancés et plus ou moins aboutis. Ce qui me permet donc, avec des personas communs, de savoir quel message apporter et aborder ensemble. Parce que je disais tout à l'heure, le message doit être à la fois punchy, etc. Donc l'idée, c'est que les deux travaillent sur la même typologie de persona pour adresser les bons clients et avoir le meilleur ROI possible et les meilleurs taux d'ouverture, etc., etc. Et évidemment, il y a les primes, puisque les commerciaux sont habitués à travailler avec un système de primes.
Quand je fais des ventes, j'ai un pourcentage sur les ventes, etc. Au niveau de marketing, c'est des choses qui n'existent pas forcément. Et pourtant, ils facilitent et ils aident la vente. Donc, pour les inciter encore plus à être plus proactifs, meilleurs et plus performants, l'idée c'est de les associer, alors après il faut trouver les systèmes qui vont bien, etc., mais les associer donc aux primes qui sont réalisées par les sales. Forcément, le pourcentage sera différent, etc., mais fonction de l'activité, fonction du profil, fonction du site, etc., la part marketing et la part sales n'est pas forcément la même. Du coup, le pourcentage sera en fonction du site, du produit, de la typologie de clients, du cycle d'achat, etc. Il y a des sociétés pour lesquelles le cycle d'achat est assez long et la partie sales est assez importante, mais tout le début du travail et la qualification est faite par le marketing. Je prends un exemple. Avant, je travaillais dans une société de conseil sur Internet, sur la protection de marques sur Internet. C'est des processus de vente qui sont assez longs. Ils sont... c'est du moyen en 6 mois, quoi. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous commencez à prendre votre contact et le moment où vous allez potentiellement clôturer la vente, il se passe 6 mois en moyenne. Donc ça peut être beaucoup plus lent, ça peut être beaucoup plus rapide. Si tout le travail de suivi, etc., est fait par le sales, donc l'équipe commerciale qui va faire le suivi téléphonique, rappeler régulièrement, inviter à des salons, etc., 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 la partie qualification en amont a été faite grâce au marketing. C'est-à-dire que c'est à un moment donné les actions qui ont été faites par le service marketing qui ont fait que cette personne-là est rentrée dans mon CRM et a été identifiée comme client potentiel avec un chiffre d'affaires potentiel, etc., etc. Donc ça, on le verra un petit peu plus loin au niveau de tout ce qui est marketing automation. Mais voilà, c'est ce type d'alliance entre guillemets entre les deux services qui font que l'un et l'autre, à mon sens, c'est ce qu'on voit de plus en plus, ne peuvent pas travailler séparément et doivent travailler ensemble. Alors pour information, la notion de ce marketing, c'est quelque chose qui est assez ancien, mais comme je le disais rapidement en préambule, c'est des choses qui ne sont pas vraiment appliquées dans la vraie vie et vous avez toujours ce cloisonnement entre service marketing et service commercial qui existe et qui, entre guillemets, ne devrait pas avoir lieu de par les explications que j'essaie de vous donner. Ce qu'il faut que les deux services comprennent, c'est qu'au final, ils sont dans le même bateau. C'est-à-dire qu'ils sont là pour générer du chiffre d'affaires pour la société, etc. Enfin, le chiffre d'affaires, bénéfices et autres. Alors, ça peut être du chiffre d'affaires, ça peut être de la notoriété, ça peut être après... il y a différents axes qui peuvent être définis au sein de la société. Mais en tous les cas, ils sont dans le même bateau. C'est-à-dire que les deux sont là pour faire en sorte que la société ait une croissance, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, en termes de visibilité, de notoriété, etc. Donc, ils doivent travailler ensemble, ils ne doivent pas travailler séparément. C'est la problématique vous devez l'entendre régulièrement, enfin, je pense, la problématique des silos. C'est-à-dire quand on travaille en silo, on travaille chacun dans son coin de façon assez verticale et on ne regarde pas ce qui se passe à côté. Et en ne regardant pas ce qui se passe à côté, en fait, au final, soit on fait des choses en double, soit on ne bénéficie pas de l'expérience et l'expertise de ce qui se fait à côté. Donc là, si vous êtes au niveau du marketing, vous n'utilisez pas les retours terrain, par exemple, du service commercial, c'est dommage parce que du coup, eux ont des inputs terrain de la part de clients qui disent tiens, votre fiche produit, elle est sympa, mais c'est dommage, ça ne parle pas de tel et tel point, alors que c'est ce qui m'intéresse. Et si ce retour revient régulièrement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, votre fiche produit, il va falloir la modifier pour mettre en avant les 2 points qui font que la plupart des clients sont intéressés par votre produit, mais qui n'ont pas trouvé l'information au moment de leur recherche. C'est le service commercial qui est obligé de l'indiquer par la suite. Donc ça veut dire que potentiellement, si cette information avait été indiquée sur le site internet, sur la fiche produit, peu importe le moyen de diffusion, vous auriez eu un plus gros pipeline, entre guillemets, donc avec plus de clients qualifiés, entre guillemets, qui rentrent dès le début, plutôt que d'attendre des pertes de clients qui n'étaient pas définies.
Et toujours se baser sur des données chiffrées. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important et qui se fait beaucoup, mais malheureusement pas assez. C'est quand je dois prendre une décision, c'est un petit peu comme du test AB, en fait, de l'AB testing. C'est, tiens, si je mets le bouton là, est-ce que ça fonctionnerait mieux? Ah ouais, ça fonctionnera mieux et tout. Bah non, tu sais pas, tu n'as pas testé. Donc tu testes et tu regardes. Tu mets 50-50 au niveau de ton trafic, tu mets ton bouton à tel endroit plutôt qu'à tel endroit, ou telle couleur plutôt que telle couleur, etc. Et tu vois les résultats. Et potentiellement, tu vas t'apercevoir que le mettre là, tu pensais que c'était bien, mais finalement, d'un point de vue la majorité de ton trafic, eux, ils trouvent pas ça super, et ils préfèrent cliquer à tel endroit plutôt qu'à tel endroit. Ou ils préfèrent que, par exemple, sur tout ce qui est bannières, etc., vous avez des slideshows, là, les bannières qui tournent. Il s'est avéré que, en gros, ça sert à rien, parce que vous avez la première qui va être pas mal utilisée, vue et cliquée. Les suivantes, en fait, quand vous regardez les heatmaps, dont quelqu'un a parlé ce matin, en fait, les suivantes ne sont pas vraiment vues et encore moins cliquées. Donc, basé sur ces tests, vous vous dites, ça sert à rien de mettre 3-4 bannières qui défilent. Je vais en mettre une que je vais changer tous les jours, tous les 2 jours, voilà. Donc, avec des données chiffrées, systématiquement, vous allez pouvoir avoir de l'input réel et pas de l'input subjectif. Et ça va être pareil quand il va falloir trancher entre l'équipe marketing et l'équipe commerciale. Oui, mais tel sujet, il est beaucoup plus percutant. Oui, mais telle façon de faire, elle fonctionne mieux. Ok, on ne sait pas. On va regarder les chiffres, on va analyser et on va voir si effectivement dans l'onboarding, si on fait telle étape avant telle étape ou si dans telle étape le mail on le fait de telle façon plutôt que de telle façon, le résultat est plus pertinent, plus probant. Donc à chaque fois, il va falloir trouver la donnée et la façon d'analyser la donnée qui va vous permettre de valider ou d'invalider un choix. Et c'est ce que vous devez faire généralement. Vous avez dû voir ça en cours, dans tout ce qui est A/B testing. Voilà, on ne fait pas les choses par hasard, on les fait toujours avec une notion de chiffre et de ROI après derrière, forcément, puisque je rappelle que les deux équipes sont là pour générer du chiffre d'affaires. Alors, on va parler marketing automation. Ce matin, manque de bol, donc j'habite à Paris et j'ai pris le train. J'ai des collègues qui ont fait pareil. Il y a eu une panne apparemment, il y a un train qui est resté bloqué sur une voie. Et donc, personnellement, j'ai eu 2h30 de retard sur mon train. Vous aussi? Voilà. Donc 2h30, moi j'ai eu 2h30, là il y a eu 2h15. Ah, vous avez gagné. 2h45. Du coup, ce qui s'est passé en fait, bon, il y a les panneaux d'affichage qui disent 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, et puis ça augmente, et puis on attend. Mais ce qui m'a gêné en fait, c'est que j'ai reçu un SMS de la part de SNCF qui me dit bienvenue à bord, je suis là pour discuter avec vous, donc un chatbot. Voilà, si vous avez des questions, écrivez-moi, je vous réponds. Là. Bah oui, mais non, j'étais pas à bord, j'attendais. Donc il y avait du retard. Et c'est le problème qu'on peut rencontrer avec tout ce qui est marketing automation, c'est qu'il faut prévoir, et c'est là où je rejoins quand il dit le robot est bête. Le robot est bête, c'est-à-dire que lui, mon train, j'étais censé être dedans, il m'envoie un SMS en me disant bienvenue à bord, je suis content pour toi et tout, blabla. Mais moi, j'étais pas à bord. Et c'est le problème du marketing automation, c'est que si vous prévoyez le marketing automation sans réfléchir plus loin que la base, vous allez envoyer des emails d'onboarding ou de confirmation de commande ou X ou Y sollicitation que vous allez pouvoir faire sans avoir pensé que potentiellement vous allez dire à un client hey, tu as passé ta commande, on va dire ça fait 30 jours que tu as passé ta commande, quel est le retour de ton produit, est-ce que ça se passe bien, etc. Alors que la veille, vous avez subi une grosse panne. Si vous faites ça, votre email, vous êtes sûr qu'il va être ouvert. Mais en termes de notes, je ne suis pas sûr que vous soyez content du résultat. Donc toujours mettre en place des garde-fous quand on fait du marketing automation, en se disant c'est un robot qui va traiter séquentiellement une demande, et si je ne prévois pas un maximum de cas possibles, je vais me retrouver dans des cas qui vont être plus néfastes en termes d'image, en termes de notoriété, etc., que d'envoyer un email. Parce qu'à la limite, vaut mieux ne pas envoyer un email pour savoir ce qu'a pensé le client de son produit au bout de 30 jours, plutôt que d'envoyer un email en sachant qu'il y a eu une panne dessus. Et c'est un petit peu ce qui se passe, ce que j'ai essayé de vouloir montrer ici, c'est que mon client, quand il remplit sa demande de contact, je le rentre dans mon CRM.
Mais je ne m'arrête pas là. C'est-à-dire que toute l'année, toute la semaine, toute la durée de vie en tout cas du client, je vais lui envoyer des sollicitations. Je vais regarder un petit peu ce qu'il fait sur le site internet. Est-ce qu'il est allé voir telle page? Est-ce qu'il est allé voir tel produit? Est-ce qu'il est allé poser des questions sur le forum? Est-ce qu'il a fait telle ou telle action? Et en fonction de ces actions, je vais scorer le client. Quelqu'un qui va toujours sur la page chaussures hommes du site X ou Y, ça veut dire qu'a priori il est intéressé par les chaussures hommes. S'il regarde toujours les styles basket par exemple, ça veut dire qu'a priori il est intéressé par les chaussures de basket. Donc je vais scorer. Et cette personne-là, je vais lui envoyer un email de sollicitation en lui disant, par exemple, on a les soldes sur les chaussures de basket, mais on a également, je prends basket en termes de sport, on a également les maillots, les shorts, les ballons, enfin, je peux faire tout un défilement comme ça. Et en fonction du scoring que je vais faire, je peux dire, ah, là, et c'est l'avantage des réunions qu'on fait entre le commercial et donc entre le service commercial et le service marketing, c'est de dire avec le service marketing, à partir de quel moment vous considérez que le client, enfin le prospect, est suffisamment chaud, entre guillemets, pour être contacté et être suivi par vous. En gros, dans la qualification, vous avez le MQL et le SQL. C'est des notions qui parlent ou pas? Donc il y a le Marketing Qualification le Lead et le Sales Qualification Lead, qui sont deux notions proches, mais légèrement différentes. C'est-à-dire que pour quelqu'un du marketing, une qualification, c'est j'ai son adresse email, à la limite, ça me suffit et je peux le contacter. Pour un commercial, avoir son adresse email, à la limite, ça va pas l'aider plus parce qu'il ne sait pas qui est la personne, il ne sait pas quel produit va l'intéresser, il n'a pas plus d'informations que cela. Donc l'idée, c'est de scorer et de récupérer le maximum d'informations de manière à ce qu'à un moment donné, je passe via des alertes automatiques via le CRM à l'équipe sales en lui disant, ben voilà, telle personne, elle a vu tel et tel type de produit, elle est intéressée par tel et tel type parce qu'elle a demandé à recevoir le livre blanc ou la brochure ou toute inscription à un événement ou autre. A priori, celle-là, d'après les scorings qu'on a établis, celle-là, elle peut être rappelée et tu vas pouvoir transformer derrière et vendre, faire de la vente additionnelle si c'est du pure player, etc. Donc il y a des choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est, dans le marketing automation, c'est de réfléchir sur le long terme et qualifier au maximum le prospect ou le client, si jamais on est en développement de client, pour lui vendre soit plus, soit mieux. Je m'explique. Quelqu'un qui est pas client, l'idée c'est de lui vendre le produit qui l'intéresse. En gros, je prends l'exemple de tout à l'heure, je cherchais des chaussures de basket. Si vous me proposez des escarpins, ça va pas me servir à grand chose. Donc je vais déjà potentiellement le mettre en spam parce que dans le sujet, si je vois marquer escarpin, ça va pas forcément m'intéresser. Donc soit je le mets en spam, soit je le lis pas. Et si jamais j'ai le malheur de le lire, je vais me désinscrire parce que je vais me dire, ouais, je m'en fous moi des escarpins, ça m'intéresse pas. Donc je vais me désinscrire de votre liste. Et du coup, la fois où vous allez vouloir me solliciter sur quelque chose qui devrait m'intéresser, par exemple là des chaussures de basket, bah, je ne vais pas recevoir l'email parce que je me suis désinscrit. D'où l'importance de bien cibler et de bien qualifier les sujets, les contenus, etc. entre les deux équipes pour que ça soit le plus performant possible. J'ai perdu le fil de ma pensée. Pourquoi je parlais de ça? Ça va me revenir. Ça va me revenir. L'idée de tout ça, c'est de faire en sorte que quand le commercial téléphone... Ah oui, voilà, ça y est, c'est me revenu. Donc ça, c'était dans le cas d'un nouveau client donc, qui a suivi des pages Internet, qui a suivi des inscriptions sur une conférence ou télécharger un livre blanc, etc. Donc lui, je le sollicite par rapport à sa demande. Maintenant, si c'est un client existant, plutôt que de faire de la vente comme j'ai fait tout à l'heure, je vais faire de la vente additionnelle. C'est-à-dire que la personne, je sais qu'elle a commandé tel type de chaussures et qu'elle a commandé en taille 41. Elle a commandé également des ballons de basket, elle a commandé également, je sais pas, des escarpins pour sa moitié, etc. La prochaine fois, ce que je peux faire, c'est regarder tous ceux qui ont commandé des ballons de basket et des chaussures, quel type de profil ils ont. Partant de ce biais-là, je peux dire, tiens,
je dis un chiffre au hasard, 70% des gens qui ont acheté des chaussures ont également acheté un ballon de basket sur notre site. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends tous ceux qui ont acheté des chaussures mais qui n'ont pas acheté de ballon de basket et je leur fais une promo ciblée, par exemple. Donc j'analyse mes données, et là on revient sur les personas de tout à l'heure, où via les personas, je peux faire des personas très simples. C'est un joueur de basket, il est venu sur notre site, il a acheté, bon voilà. Mais je peux faire des personas beaucoup plus compliqués qui prennent en compte tout le tracking que je peux faire sur mon site. Donc mon persona, c'est un joueur de basket qui a acheté une paire de chaussures, mais qui est également après revenu acheter un ballon de basket, et également acheté un ensemble de telle équipe parce qu'il aime bien telle équipe, etc., etc. Vous pouvez faire ça avec le foot, avec n'importe quel sport, n'importe quelle activité, n'importe quel produit. Et une fois que j'ai ces patterns, entre guillemets, donc ces trames d'utilisation et profil d'acheteur, je peux contacter tous ceux qui sont presque comme ce profil d'acheteur, c'est-à-dire qui ont commencé ce profil d'achat mais qui n'ont pas fini, pour les solliciter beaucoup plus rapidement et faire en sorte qu'ils ajoutent plus rapidement des produits dans leur panier. Et comme je suis dans le marketing, au lieu de leur proposer un seul modèle de ballon, je vais leur en proposer un ou deux, un cher et un qui correspond au panier moyen, on va dire. Pareil pour les équipes, pour les maillots. Imaginons la personne elle achète des maillots, uniquement les maillots, ils n'achètent pas le short. Je propose une promo sur l'ensemble. Le maillot plus le short, finalement, est beaucoup plus intéressant d'un point de vue tarifaire que juste le maillot. Donc je fais de la vente additionnelle, etc., etc. Et tout ça, c'est des choses que vous ferez en concertation entre les deux équipes. C'est-à-dire que l'équipe sales aura des retours, l'équipe marketing aura des façons de faire, et quand vous alliez les deux, en fait, vous avez une puissance qui est beaucoup plus intéressante. Et comme je disais au tout départ, dans les études, c'est du plus 30% de chiffre d'affaires en plus, entre guillemets, sans rien faire, juste en faisant en sorte que deux services communiquent et travaillent en bonne intelligence, travaillent ensemble et travaillent sur les mêmes objectifs qui sont à la fin, comme je le dis, générer plus de chiffre d'affaires. D'où l'intérêt de mettre en place des primes, parce que si vous dites à un service, écoute, tu vas bien travailler et tout, tu vas générer beaucoup de chiffre d'affaires, mais qu'au final, tu n'en vois pas le fruit, ça marche moins bien. Donc voilà pourquoi il faut primer également, donner des primes également au service marketing et pas qu'au service commercial. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Merci Monsieur Almiron pour votre conférence de qualité. Alors nous passons directement à notre 4e conférence. Et donc j'appelle notre conférencier, Monsieur Chevalier, qui va nous parler de la transformation digitale